Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une vaste zone dont le contrôle était très important pour le succès du débarquement Utah Beach. Un territoire en toute logique impropre à la progression des troupes venues depuis la plage pour avancer dans les terres. Une zone en fait volontairement inondée par les Allemands pour renforcer les défenses côtières au niveau d'Utah Beach. Je veux parler des fameux marais du Cotentin et du Bessin. Débarquer sur une plage d'assaut, quelle qu'elle soit, est déjà un objectif périlleux, mais avancer depuis celle d'Utah Beach l'est encore plus, à cause de ces fameux marais inondés. Ici sur la carte, on en voit d'ailleurs l'importance. D'abord ce premier marais côtier qui s'étire sur près de 15 km de longueur et 2 à 3 km de profondeur, qu'on peut traverser uniquement au travers de quelques routes, très peu nombreuses. On peut voir à l'ouest de Sainte-Mère-Église d'autres inondations qui s'étirent de façon très vaste vers 40 ans, pour former littéralement une sorte de demi-cercle. Ici, vous avez près de 15 km de longueur sur 2, 3 à 4 km de profondeur d'inondation. Inondations qui se poursuivent également au sud de 40 ans, vers Tribéhou, ou les marais de Craigne. Autre problématique, on peut voir les marécages inondés au niveau d'Isigny-sur-Mer, en limite du Calvados. Et donc on se rend compte que débarquer depuis la plage d'Omaha Beach pour remplir l'objectif prioritaire des Alliés, l'objectif stratégique, prendre le grand port en eau profonde de Cherbourg, sera une sacrée gageure, parce que les hommes devront justement combattre au travers des marées pour remonter vers le nord. Et de fait, il n'y avait plus qu'une seule solution, établie au début de l'année 1944, débarquer depuis la plage d'Utah Beach. Cependant, le général Omar Bradley, qui commandait la première armée américaine, en fait, a dit lors d'une grande réunion d'état-major au printemps 1944, si je n'ai pas 2 divisions aéroportées avec moi, je ne débarquerai pas à Utah Beach. Et on se rend compte qu'il avait complètement raison. En effet, débarquer depuis Utah Beach sans l'aide des parachutistes, en fin de matinée, les unités stratégiques allemandes situées au centre du département, dont la 91e division de la Luftwaffe et le 6e régiment de parachutistes commandé par le colonel von der Heydt, estimé à environ 15 000 hommes, ces hommes auront rejoint très rapidement la côte attaquée, ou tout au moins contrôleront fermement les hauteurs de ce premier marais, anéantissant de fait la tête de pont d'Utah Beach. Bradley décide en fait où se bat pour pouvoir avoir justement ces 2 fameuses divisions aéroportées américaines qui devront sauter durant la nuit du 5 au 6 juin afin de prendre le contrôle de tout ce vaste territoire rayonnant, encerclé par ces marées. Le général Bradley va donc projeter ses parachutistes selon cette manière. La 100e aéroportée va prendre le contrôle en fait de tout ce vaste territoire, en clair dominant la colline surplombant Utah Beach. La 82e aéroportée, plus expérimentée, va être larguée un peu plus à l'ouest, à environ 15 km de la plage, avec pour objectif essentiel de prendre et de tenir fermement Sainte-Mère-Église, ainsi que les moyens de passage au travers de ce marais, dont 2 fameux ponts, le pont de la Fière et le pont de Chef-du-Pont. L'objectif des parachutistes, essentiel, sera de bloquer cette unité d'élite allemande. Donc la contrainte de ces fameux marais inondés, la véritable défense utilisée par les Allemands va devenir en fait un atout majeur dans le plan des parachutistes. Ils vont s'adosser justement sur les hauteurs dominant ces marées en prenant et tenant fermement tous les moyens de passage pour bloquer ces différentes unités d'élite. Au début de la journée, les Allemands se mettent en action et donc tentent de rejoindre la côte. Un régiment de cette unité d'élite va tenter de reprendre Sainte-Mère-Église par le nord de cette ville. Tandis qu'un autre régiment de la 91e, lui, va tenter de reprendre Sainte-Mère-Église et donc de se projeter vers la plage, au travers, en passant par le pont de la Fière. Mais c'était sans compter sans l'utilisation des parachutistes. Les parachutistes américains, bien sûr, au petit matin, tiennent fermement les ponts de la Fière et de Chef-du-Pont, et tiennent fermement, bien sûr, la ville de Sainte-Mère-Église, et avec un avant-poste très solide au niveau de Neuville-au-Plain. Si bien que ces fameux régiments de la 91e vont engager le combat et ne pourront pas, bien sûr, reprendre Sainte-Mère. Au lever du jour, au sud de 40 ans, le 6e parachutiste a remonté vers la ville. La ville est fermement tenue par l'armée allemande.
Le 6e parachutiste, en fait, a développé ses bataillons au nord de 40 ans et tiennent la hauteur de Saint-Côme-du-Mont. 3 régiments. Le colonel tente d'envoyer un régiment pour reprendre la côte en direction de Sainte-Marie-du-Mont. Un deuxième de ces régiments, il l'envoie vers Sainte-Mère-Église pour être sûr d'avoir Sainte-Mère-Église dans son jeu. Et son 3e régiment reste en réserve sur les hauteurs. Mais là aussi, le plan des officiers allemands parachutistes sera contrarié. Ils ne pourront pas manœuvrer leur bataillon dans cette logique. Arrêtés par les parachutistes, notamment de la 101e aéroportée, qui tiennent fermement leur position au niveau de Vierville et sur les hauteurs de Saint-Côme. Pendant plusieurs jours, jusqu'au 12 juin 1944 quand même, pendant 5 jours, en fait, les combats vont être très denses, furieux. Et on se rend compte que manœuvrer dans ce terrain très hostile est très délicat. Dans une guerre moderne, une guerre de mouvement, il vous faut de l'espace. Et cet espace est contraint par justement ces fameux marais inondés. Au lever du jour, malgré que les parachutistes aient été très dispersés, l'essentiel de leurs objectifs sont atteints. Et à 6h30 du matin, à leur hache, les hommes de la 4e division d'infanterie débarquent sur la plage du Beach. En l'espace d'une heure à peine, les dunes avoisinantes sont sous leur contrôle. En milieu de matinée, les régiments de la 4e, reconditionnés, se mettent en mouvement et se dirigent à la rencontre des parachutistes en empruntant les 4 routes essentielles justement à leur déploiement. Ils peuvent donc traverser ce marais sans crainte majeure. Les hauteurs sont tenues par les parachutistes. Les Allemands ont été balayés. La batterie de Saint-Martin-de-Varville, très dangereuse dans le plan américain, est détruite et sous contrôle des parachutistes. Les canons de Brécourt, du Holdy, ainsi que les différentes batteries anti-chars surplombant ce marais, ayant sous leur contrôle les fameuses routes, sont anéantis. Et à la fin de cette journée historique, l'essentiel des objectifs majeurs accordés à la 4e division d'infanterie est atteint. L'essentiel également des parachutistes sont rejoints par les unités débarquées depuis Utah Beach. La tête de pont d'Utah Beach est donc fermement ancrée sur le continent en prenant appui sur ces fameux marais inondés. Difficile de s'imaginer ces inondations au travers de ces graphiques qu'on voit sur cette carte. Nous allons donc maintenant aller voir le pont de la Fière et ces fameuses inondations. On va se rendre compte en fait de la difficulté rencontrée par les parachutistes au moment du débarquement. Mais aussi les portes écluses de la Barquette, situées près de 40 ans, objectif également majeur pour les parachutistes de la 101e aéroportée, et également ce fameux marais côtier inondé. Pendant une grande partie de l'année, ce marais côtier, qui s'étend sur près de 30 km², offre des pâturages verdoyants. Nous sommes en hiver et ces marais se recouvrent d'eau. Ils blanchissent. Mais comment les Allemands ont-ils procédé pour obtenir ce superbe aspect, mais en juin? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure au niveau des portes écluses, portes à flot du Grand V. Donc, comment les Allemands ont procédé pour justement provoquer ces inondations dans les marais? Eh bien en fermant les portes à flot. Nous sommes ici au niveau des portes écluses du Grand V et on voit de façon parfaite le système de ces portes à flot. Les portes actuellement sont ouvertes. On peut voir d'ailleurs que l'eau de mer s'immisce dans les terres. Dans quelques instants ou dans quelques minutes, les portes vont se refermer sous la pression de l'eau de mer. Ces portes à flot, à l'origine, ne sont pas conçues pour la guerre. En fait, ces portes à flot permettent aux agriculteurs de pouvoir assécher, drainer les eaux de pluie qui sont dans ces fameux marais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces terres marécageuses sont vraiment à un niveau peu élevé en altitude. On est 1, 2, 3 mètres en dessus du niveau de la mer. Donc l'aspect un peu compliqué, c'est qu'il faut inventer un système qui permette d'éviter que l'eau de mer à marée haute rentre dans les terres et inversement permette, lorsque la mer redescend, à ce que les eaux de pluie puissent s'évacuer vers la mer. Il faut éviter que l'eau salée rentre dans ces territoires de pâture et les rende incultes avec l'eau saumâtre. Donc comment? Par ce système de porte à flot. C'est la pression des eaux qui influe côté mer en marée haute. La pression de l'eau de mer va refermer ces deux portes à flot et empêcher justement
que l'eau salée rentre dans les terres. Donc les Allemands, comment ils vont procéder? Ils vont bloquer ces deux portes de force pour justement garder le maximum d'eau de pluie de l'autre côté de l'ouvrage. Et lors des grandes marées d'équinoxe, donc 2 fois par an, en mars et en septembre de chaque année, maintenir les portes à flot ouvertes à marée haute pour que l'eau de mer s'y engouffre en grande quantité. Et avant que la mer redescende, les maintenir fermées. Voilà comment les Allemands vont procéder aux inondations sur ce vaste territoire de marée du bassin. À cause des inondations, les stratèges américains vont devoir adapter leur plan d'attaque pour Utah Beach. Les hommes du 8e d'infanterie ont tous avec eux une fameuse corde de chanvre, ce qu'ils appellent la toggle rope, ce qui leur permettra d'assurer une ligne de survie par section lorsqu'ils vont manœuvrer à travers de ce marais inondé. Mais aussi, ils ont avec eux leur bouée de sauvetage qu'ils portent à la ceinture et qui leur permettra, le cas échéant, également de pouvoir survivre si jamais ils tombent dans un fossé inondé, invisible. Ce marais côtier est certes peu profond, environ 40-50 cm d'inondation. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont ces fameux fossés. Et soudainement, on a 1,50 m, si ce n'est 2 mètres de profondeur. Les fameux fossés qui permettent de drainer justement les parcelles de ces eaux de pluie. Ici, au porte écluse de la Barquette, on comprend très bien le principe du fonctionnement. Les portes à flot sont ouvertes, la mer est basse. Et donc, les eaux pluviales rejoignent la mer. Lorsque la mer va être haute, les portes, par la pression des eaux venues de la mer, vont se refermer de façon automatique. Ici, ces portes écluses de la Barquette ont été un objectif essentiel pour les parachutistes de la 100e aéroportée. En l'occurrence, 200 hommes accompagnés du colonel Howard Johnson devront les prendre au petit matin du 6 juin. Les marais inondés de la Fière sont nettement plus profonds que ceux situés le long de la côte, environ 1 m à 1,50 m d'eau. Ils forment ainsi une barrière inondée de près de 600 mètres de profondeur dont le seul moyen d'accès pour le traverser demeure cette route. Les combats pour prendre cette route seront un enfer qui va durer 3 jours. 600 mètres de route que les Allemands tenteront vainement de récupérer pour ensuite foncer vers la plage. Les inondations de juin 1944, on ne les retrouve qu'en hiver, en cette période où tous ces marais sont blancs. Le contrôle de ces marais inondés sera vital au succès du débarquement sur Utah Beach. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et retrouvez-nous prochainement dans le clocher de Sainte-Marie-du-Mont.